Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, la visite du président de la République dans la région d'Atimondjefen a duré 2 jours. 2 jours où l'on a constaté que les Tuléarois sont proches du numéro 1 Malagasy. Une confiance gagnée grâce à la réalisation des promesses qu'il a faites à cette population. Un reportage de Judicaël Rangenirine et de Andra Zanjebe. La relation entre les Tuléarois et le président Andjrazouel est intense. Elle a augmenté au vu du nombre de personnes venues devant la cité de la Poste pour accompagner le président pour accueillir la flamme des Jeux des îles. Touliar a organisé une cérémonie pour répondre à l'appel à la coopération et à l'unité que le président a véhiculé à l'occasion des Jeux des îles qui se tiendront dans le pays dans quelques jours. D'ailleurs, le président de la République a particulièrement gâté Tuléar à travers la construction de plusieurs infrastructures qui impacteront directement la vie des habitants et l'économie locale. Durant ces 2 jours de visite, le chef d'État les ont inaugurés. Des cris de joie ont été entendus à chaque passage, comme ici, lors de l'inauguration de la rocade de l'émergence. En plus de la RN9 qui est très large et longue de 162 km, cette rocade facilite la liaison entre Murumbe, Touliar et Mande. Cela désenclavera ainsi ces villes. La région d'Atimondjefen a également bénéficié d'un bureau régional de la sécurité publique. Un pas vers le développement, car il n'y a pas de développement si la sécurité et la paix ne sont pas établies. Le développement nécessite également l'énergie. Ainsi, Touliar possède également une centrale solaire qui a été inaugurée aujourd'hui à Betsinzak. Elle produira 2,9 MW. Cela réduira jusqu'à 7,7 milliards d'ariars par an les dépenses de la Jirama et à long terme, le coût de l'électricité sera réduit. L'aéroport de Touliar a également été agrandi pour devenir un aéroport international afin de s'ouvrir directement à l'extérieur. Le président Andjrazouel a déclaré à la population que les travaux d'aménagement ne s'arrêtent pas. Et même les projets qui n'ont jamais existé auparavant y sont mis en œuvre, comme le marché à un étage à Antanaren et le bazar B qui a été rénové. Personne n'a fait ce que Andjrazouel n'a réalisé, ont déclaré les habitants. Touliar ne sera plus une ville oubliée et le gouvernement travaille dur pour reconstruire et soutenir l'économie et y améliorer la vie des gens. Les liens se renforcent et se renforceront encore, déclare le président Andjrazouel. Satisfaite et émue, cette dame a donné une bénédiction au président. Les travaux exécutés dans l'Atimondjefen sont innombrables, selon le gouverneur de la région, qui s'est fait le porte-parole des habitants. Pour le secteur de l'éducation, plus de 390 infrastructures ont été réalisées. À Touliar, le président de la République est considéré comme le père de la population. Cette dernière l'appelle Bab. Toujours à Tuléar, les agriculteurs de la région Atimondjefen ont bénéficié de 3200 hectares de terres irriguées grâce au président de la République Andjrazouel hier. Ainsi, Bevoy pourra produire 180 000 tonnes de riz par an. Ces agriculteurs ont également reçu des semences et des matériels. Ceci est la concrétisation de l'engagement numéro 9 du président de la République. Toujours un reportage de Judicaël Rangenirine et de Andra Zanjebe. Bamangouk est désormais entouré de rizières, si l'endroit était désert auparavant à cause de la sécheresse. La région Atimondjefen possède de vastes plaines et possède l'une des plus grandes infrastructures agricoles d'Afrique. En 2011, sous le gouvernement de transition, le président de la République Andjrazouel a posé la première pierre de la construction de la prise de Bevoy. Il est désormais achevé et pourra irriguer 3200 hectares. Grâce à la prise de Bevoy, la production de riz augmentera de 180 000 tonnes par an et la production de pois de cap de 2400 tonnes par an. Grâce à cela, Madagascar se rapproche de l'autosuffisance alimentaire, 9e engagement du président de la République Andjrazouel envers la population.
Les agriculteurs de 3 districts, à savoir Tuléar 2, Betiouk et Murumbe, bénéficieront de cette infrastructure. Ces agriculteurs ont également obtenu 40 tonnes de semences ainsi que des matériels à utiliser dans les rizières. En économie, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, accompagné de l'ambassadeur d'Iran, sont venus à Antirabé pour voir ensemble les domaines de coopération possibles en matière de mines et de pierres précieuses. Lors de cette descente, l'approvisionnement de l'atelier communautaire de lapidaire aux pistes Vatfoot et la formation des opérateurs miniers ont été discutés. Les détails de Jamson Ranjanarman vivent à Antirabé. La région de Vaknakarach fait partie des régions productrices de pierres précieuses et nombreux sont ceux qui y travaillent. C'est pour cette raison que le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakut Malala Erjan Olivier, a négocié avec l'ambassadeur d'Iran pour trouver une collaboration. Il s'agit notamment de l'approvisionnement de l'atelier communautaire de lapidaire et la recherche de marchés externes pour les opérateurs. Selon l'ambassadeur d'Iran, le domaine de collaboration est très vaste. Par ailleurs, la formation des opérateurs miniers a également été discutée pour que les productions correspondent aux attentes internationales. Lors de cette descente, la délégation conduite par le ministre a rencontré les opérateurs miniers. Côté sport, l'équipe nationale en athlétisme est prête pour les Jeux des îles. La Poste Malagasy, en tant que branche du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, de la Poste et des télécommunications, ministère coach de cette discipline, est venue remettre des collations aux athlètes ce jour au stade Al-Arbi. Par ailleurs, les médaillés bénéficieront également d'une compte épargne à la Poste. Détails sur les images de Asna Rafanzanar. Les 60 athlètes masculins et féminins qui composeront l'équipe nationale en athlétisme. Les 60 athlètes masculins et féminins qui composeront l'équipe nationale en athlétisme sont connus ce jour. 25 épreuves constitueront la compétition. Clarisse Razouarzaï fait partie des sélectionnés. Elle a déjà participé aux Jeux des îles de 2015 et est encore prête à porter haut les couleurs du pays avec l'objectif de remporter plusieurs médailles. Pour soutenir ces athlètes, la Poste Malagasy, branche du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, de la Poste et des télécommunications, ministère coach de cette discipline, est venue remettre des collations aux athlètes. Cela se poursuivra lors des Jeux, explique le DG Ranarson Richard. La PAUMA offrira également une compte épargne à tous les médaillés de cette discipline, toujours selon les explications. À noter que les compétitions en athlétisme se tiendront les 28 août et le 1er septembre au stade d'Al-Arbi. Et puis le ministère de la Défense nationale a été sacré champion de l'ASIF cette année. Ce ministère a remporté 72 médailles d'or. Les fonctionnaires du ministère ayant participé à la compétition sportive ont remis hier au ministre les trophées obtenus. Les préparations et les efforts de chacun est le secret de ces victoires. Chacun s'efforcera pour conserver ce titre lors des prochaines éditions selon les athlètes. Les détails avec ça, Sylvain. Le ministère de la Défense nationale a brillé lors des Jeux sportifs organisés par l'ASIF ou Association sportive interministérielle pour l'entretien des fonctionnaires. Le ministère a été représenté dans 14 disciplines et les personnels ont été sacrés champions de football à 7, de natation, d'athlétisme, de tennis de table, de basketball féminin et de VTT masculin et féminin. Au total, ces athlètes ont remporté 161 médailles, 72 en or, 55 en argent et 34 en bronze. 243 athlètes, dont 25 femmes, ont participé à l'ASIF pour le ministère de la Défense nationale. Hier après-midi, les joueurs ont remis les trophées qu'ils ont remportés lors de toutes ces compétitions au ministre de la Défense nationale. Pour rappel, l'ASIF s'est tenue à Tuamasin du 31 juillet au 12 août 2023.
Pour terminer les actualités locales, la société d'État Fanalamang se prépare désormais à affronter les cultures sur brûlis durant la période de l'été. Le but étant de réduire au maximum la superficie brûlée cette année. Les 285 protecteurs de Fanalamang ont ainsi suivi une formation dans ce sens. 5000 hectares au sein du domaine de Fanalamang sont détruits chaque année par les feux de forêt. Grâce à la mise en place des gardes forestiers, cela a diminué de moitié l'année dernière. Le prochain objectif est d'améliorer ce résultat. L'entreprise a donc procédé à la formation de 285 gardes forestiers pour faire face aux incendies de forêt qui sévissent pendant la saison sèche. Les gardes forestiers seront également équipés pour mieux gérer ces incendies. L'effectif de ces gardes forestiers sera augmenté. Ils sont répartis sur une superficie de 200 000 hectares. Au Canada, les quelques 20 000 habitants de Yellowknife, une principale ville du Grand Nord canadien, sont engagés depuis hier dans une course contre la montre pour évacuer leurs maisons menacées par un important feu de forêt. France 24. 22 vols sont prévus pour continuer à évacuer ces quelques 20 000 habitants de la capitale des territoires du Nord-Ouest, Yellowknife, vous l'avez dit. Pour ceux qui n'auraient pas pu prendre l'unique route pour pouvoir fuir cette ville de Yellowknife et rejoindre l'un des nombreux centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis sur pied dans la province voisine de l'Alberta. Au sud, 22 vols aussi dans lesquels les autorités qui, elles, restent sur place, parmi lesquelles des élus locaux, mais aussi l'armée canadienne, espèrent voir monter en fait les plus réticents, puisque certaines personnes ne veulent pas quitter vraisemblablement leurs habitations de peur d'être pillées ou cambriolées. Des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux notamment, et c'est ce qui a pu inquiéter les autorités pour mener à bien cette évacuation d'ampleur hors norme et inédite, évidemment, pour les autorités de Yellowknife. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de quitter la ville au plus vite, a résumé finalement dans un message aux populations la porte-parole des forces opérationnelles interarmées Nord. Et ce, alors que effectivement le feu continue de progresser à 15 km aujourd'hui à l'ouest, au nord-ouest de Yellowknife, mais les équipes sont à pied d'œuvre et vraisemblablement progressent dans leur lutte contre ce brasier. Oui, car les autorités tentent évidemment de tout faire pour que cette ville de Yellowknife soit épargnée. Il y aurait eu quelques progrès justement pour contenir les feux? Selon le tout dernier point de situation des autorités territoriales, il y a eu, je cite, des progrès significatifs faits face à ce brasier, largement poussé par des vents ouest et nord-ouest, selon donc le rapport du porte-parole des autorités territoriales. L'objectif, présume, les pompiers restent de sécuriser les infrastructures essentielles. Ensuite viennent les habitations des particuliers, mais il y a un espoir effectivement pour que ce feu puisse être contenu ou limité finalement aux abords de cette capitale des territoires du Nord-Ouest, et ce alors que les pompiers, les forces armées canadiennes et les équipes d'intervention à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines maintenant et depuis le début du dégel dans ces zones très isolées du nord du Canada sont aussi désormais à pied d'œuvre, et ce depuis quelques heures, avec un nouvel état d'urgence au sud du Canada. Celui-là, la ville de Kelowna, bien plus importante, 130 000 habitants, a dû commencer l'évacuation d'une partie de ses quartiers ouest, puisque un des feux poussés, lui aussi par les vents et la sécheresse ambiante depuis plusieurs semaines, a sauté le lac avoisinant, et il menace maintenant les quartiers ouest de cette ville de Kelowna au sud de la Colombie-Britannique. Et le Covid ne prend toujours pas de vacances et refait parler de lui au cœur de l'été en France comme dans les autres pays, avec un rebond épidémique jusqu'alors modéré mais invitant à la vigilance. France 24. Plusieurs semaines, les cas de Covid augmentent légèrement en France. Dans cette pharmacie,
Le nombre de tests a doublé au mois d'août par rapport au mois précédent. Et avant 10h30, vous avez le résultat, d'accord? Ce patient qui souhaite rester anonyme est venu se faire tester sur les conseils de son médecin. Il n'est pas inquiet pour sa santé, mais pour celle de ses proches avec lesquels il passe ses vacances. C'est pour les autres en fait, pour savoir si je l'ai, pour faire attention et pour me protéger, pour aussi protéger les autres. J'ai quelques symptômes qui m'ont fait penser que peut-être j'avais le Covid. Quelques minutes plus tard, le résultat du test est positif au Covid-19. Ici, le nombre de cas détectés a augmenté au mois d'août. Par rapport au mois de mai, juin, juillet, il faut savoir qu'on avait à peu près un test positif par semaine, 2 tests par semaine. Et là, maintenant, c'est plutôt du 1 à 2 tests par jour positifs. La semaine dernière, les passages aux urgences pour suspicion de Covid ont augmenté, principalement en Île-de-France et dans le sud du pays. Pour plusieurs raisons, notre immunité collective est en baisse et les rassemblements festifs des vacances favorisent la transmission du nouveau variant Eris, moins dangereux, mais plus contagieux. On observe une hausse de tous les indicateurs, et c'est vrai sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc il y a véritablement une crainte que pour l'hiver, la situation, ou la fin de l'automne en tout cas, la situation ne soit pas forcément très favorable. Pour le moment, pas de protocole particulier pour la rentrée scolaire, mais la Haute Autorité de Santé encourage en priorité les personnes à risque à participer à la campagne de vaccination prévue en octobre prochain. La deuxième journée de réunion des chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Ghana s'est achevée hier. La force de la CEDEAO est prête à intervenir au Niger dès que les dirigeants des pays ouest-africains en donneront l'ordre, a déclaré un responsable. L'organisation a également annoncé une possible mission diplomatique ce jour au Niger. France 24. Good job, explique un haut gradé de l'armée ghanéenne. De son côté, un officier supérieur d'un pays francophone qui a pris part à la réunion d'Accra explique que le travail était bien fait, que tout est millimétré sur papier et qu'il y a eu une excellente coordination sur papier des actions à mener par les uns et les autres. Alors, il y a la logistique, c'est prêt, on sait désormais combien de troupes il va falloir. Il y a la stratégie qui est déterminée déjà sur papier. C'est secret défense, on ne veut pas en parler, mais on sait désormais que 2 pays vont jouer un rôle important en cas d'éventuelle intervention militaire au Niger. Ensuite, il va falloir un calendrier. Pour le calendrier, ce qui se dégage, les chefs d'État auraient donné le feu vert au président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, dont le pays est quand même la locomotive de l'opération pour déclencher les hostilités. Ou, deuxième cas de figure, explique quelqu'un, il se peut que le président du Nigeria prévienne discrètement ses pairs avant de donner le top du départ des opérations. Alors on parle beaucoup d'interventions ciblées. Un participant à la rencontre a dit qu'il ne faut pas s'attendre forcément à un grand déploiement, donc probablement une intervention ciblée si bien sûr il y a attaque pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais cela dit, malgré la fin de la réunion d'Accra, certains pensent toujours qu'il est possible d'arriver à une solution négociée pour trouver une issue à la crise. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la finale de la Voix d'Or. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.